Est-ce qu'il y aurait un 5e micro? Alors, je vais demander à nos 4 participants de venir. Vous avez... Bonjour à tous, vous avez entendu l'interpellation d'Elisabeth. Des consignes, des gestes barrières, mais pas de langue de bois. Alors on va essayer de faire les deux à la fois. Jocelyne, Pierre, Jean-Yves et Nicolas. Voilà, Nicolas là-bas. Voilà, donc pour cette première table ronde, dont le sous-titre par rapport à au titre général de cette journée était des initiatives locales. Est-ce que c'est des nouveautés locales? Est-ce que c'est des vrais dispositifs? Est-ce que c'est des vraies nouveautés? Ou est-ce que ce sont des effets d'annonce? Bon. On verra, on ne posera pas que cette question-là, bien sûr, mais on essaiera d'avancer sur cette interrogation qui est vraiment la nôtre. Et comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment... On pense que oui, et vous pensez que oui, acteurs de l'HAD, qu'il y a vraiment des innovations sur le terrain. Donc pour cela, on a réuni un directeur général d'ARS, une pharmacienne de terrain, mais très présente aussi au niveau national et engagée, le président d'Unicancer, et puis comme grand témoin, un jeune médecin dans une CPTS et aussi engagé sur d'autres terrains nationaux. Je vais commencer par Jean-Yves Blais, monsieur le professeur, cher ami, président d'Unicancer. Chacun, je crois, sait ici ce qu'est Unicancer, la réunion des centres anticancéreux français, qui est une spécificité de notre pays depuis 1932, je crois. Oui, mais Angers a été créé en 40... Je crois connaître un tout petit peu mon histoire des centres anticancéreux, mais 45, oui, c'est une œuvre de la Libération. Vous êtes donc... Et tous les présidents d'Unicancer ont toujours été des cancérologues prestigieux. Je pense évidemment à Patrice Viens, votre prédécesseur, et au regretté José Riffert, qui était aussi quelqu'un de très engagé avec beaucoup d'idées. Et vous êtes directeur général de Léon Bérard, donc le centre de Lyon, depuis maintenant 7 ans, après y avoir fait déjà carrière. Vous êtes médecin oncologue, donc vraiment au cœur de l'innovation et des changements dans le traitement du cancer. Donc la première question qu'on voulait vous poser, c'était ces changements qu'on voit autour de nous, qu'on voit quand on est soi-même malade, qu'on voit est-ce que dans le domaine du cancer qui est le vôtre, est-ce qu'ils vont apporter, est-ce qu'ils ont déjà apporté, est-ce qu'ils vont apporter des changements organisationnels profonds? Je lisais ce matin que vous démarriez une expérimentation à l'échelle nationale avec l'ensemble des centres pour la dispensation à domicile. Parlez-nous-en pour faire ce lien justement entre innovation et changement organisationnel. Effectivement, la cancérologie s'est transformée plus au cours des 5-10 dernières années que probablement dans les 50 dernières années. La raison en cela vient tout simplement de la meilleure compréhension de la biologie de la maladie, biologie de la maladie que l'on peut caractériser avec les outils de la génétique moléculaire et de l'immunologie, et qui a amené une transformation tout à fait significative. Alors, il faut quelques chiffres peut-être, parce que les chiffres parlent mieux. Une mise à jour récente des premières études d'immunothérapie pour le mélanome métastatique montre que la médiane de survie, c'est-à-dire le moment où 50% des patients sont décédés, n'est même pas encore atteinte sur la première étude. Je vous rappelle qu'il y a 7 ans, c'était 12 mois de médiane. Là, on est à plus de 5 ans et on ne sait pas à quel moment, et peut-être qu'il n'y en aura pas d'ailleurs, la moitié des patients malheureusement seront décédés de leur maladie. Ce qui signifie que pour cette maladie particulière et pour un grand nombre d'autres maladies traitées par immunothérapie ou par thérapeutique ciblée, les traitements en phase avancée sont des traitements au long cours. Traitement au long cours signifiant que les patients vont passer un temps dans les établissements hospitaliers pour mettre en œuvre le traitement, pour vérifier son efficacité et son innocuité, et puis ensuite, les choses se poursuivent.
Et les choses ne peuvent pas se poursuivre à l'hôpital pour des raisons strictement numériques. Et donc, le changement, il ne peut pas être... Numérique au sens nombre de patients. Nombre de patients. On avait sur les premières pathologies qui étaient frappées par ces innovations thérapeutiques il y a une vingtaine d'années, on s'en est rendu compte. On est passé de 5% de patients à nos consultations à 30%, tout simplement parce que les patients étaient toujours là 10 ans après. Et donc, on est obligé de changer notre organisation. On ne peut pas poursuivre ainsi. Et en ce sens-là, la crise Covid que nous traversons a été un élément déclencheur et probablement de révélation. Bien sûr, il faut que les patients soient suivis à domicile. Bien sûr qu'ils n'ont pas besoin pour beaucoup de revenir nous voir et qu'ils peuvent être pris en charge à domicile et sous la direction des acteurs de terrain. C'est bien plus efficace, bien moins onéreux et globalement ça répond aux enjeux d'une médecine qui est à la fois une médecine d'excellence et une médecine de l'innovation. Alors là aussi j'ai encore 2 chiffres qui je pense sont assez illustratifs pour témoigner de ce changement et dans quelle mesure d'ailleurs la crise Covid a changé les choses. Sur Unicancer, nous mesurions les actions, nous avions regardé les téléconsultations en 2019. Je crois que le chiffre exact était de 19. En 2020, il est de 44 500 ou quelque chose comme ça, ce qui fait une progression assez facile à quantifier de 200 000%. Donc ce n'est pas cosmétique, c'est indiscutablement quelque chose qui est transformant. Et ce qui est particulièrement frappant, c'est de voir que, bien sûr, on s'est servi de la téléconsultation pour accueillir et pour suivre des patients, pour ne pas prendre de retard, mais également, ça a changé notre manière d'accueillir le patient. C'est-à-dire que désormais, une téléconsultation est volontiers la bonne manière de répondre à un besoin urgent, de trier les choses de telle manière que le patient puisse être pris rapidement en charge et ensuite de renvoyer le patient à proximité de son domicile pour être pris en charge. Donc oui, les changements sont considérables. Ils sont liés à l'évolution de la cancérologie qui traverse une période qui ne fait que démarrer au demeurant, qui est très transformante et ils entraînent un impact sur la prise en charge de routine et à domicile du patient qui est très considérable. Là encore, deux chiffres dans l'établissement que je dirige, nous disposons d'une HAD intégrée. Quel bonheur. Une HAD intégrée car elle nous permet de travailler en lien direct avec les acteurs de terrain, y compris sur la grande région, voire même au-delà, sur le territoire national. Chaque jour, au moment où on se parle, il y a plus de patients hospitalisés en HAD à domicile, donc, qu'en hospitalisation conventionnelle. Et c'est évidemment, on ne pourrait pas prendre en charge tous les patients autrement. Donc c'est une nécessité. J'apprends que Léon Bérard est adhérent de la FNEAD alors. Ah, bah, très bien, alors c'est bien, c'est très sûr œcuménique. On va encore aller un peu plus loin. Encore une fois, l'officialisation de l'expérimentation sur les thérapies orales, vous pouvez nous en dire vraiment en quelques mots précis là, Tout à fait. Où on en est? Tout à fait. Alors l'observation de ces changements, c'est que des thérapeutiques qui étaient données par voie intraveineuse pour des cancers fréquents, tels que cancer du poumon, cancer de la prostate, cancer du sein, sont transformées en des thérapeutiques orales. Pour les thérapeutiques orales, il n'est pas nécessaire de faire déplacer le patient à distance de son domicile. Il s'agit d'organiser à proximité de son domicile une prise en charge. Oui, mais rien n'est organisé complètement pour ça. Le praticien traitant a bien entendu besoin d'être formé à des thérapeutiques qui sont souvent quand même assez rares, voire avec des toxicités inhabituelles. Et il en est de même pour le pharmacien, il en est de même pour le soignant. L'expérimentation article 51 que porte Unicancer, qui a démarré il y a quelque temps, qui s'appelle Oncolink, permet ainsi d'accueillir le patient sur son lieu de résidence et de le prendre en charge exactement de la même manière que ce qui serait passé dans un suivi dans un centre de lutte contre le cancer, avec un suivi rapproché au départ, espacé ensuite, mettant en jeu le praticien, le médecin traitant, le pharmacien, les soignants lorsqu'il est nécessaire, et tout ça dans un objectif qui est évidemment une prise en charge d'excellence, parce qu'on ne parle que de prise en charge d'excellence, d'innovation au plus près du patient. En fait, c'est assez curieux qu'on parle même d'innovation, parce qu'on se demande comment il pourrait en être autrement. Et l'article 51 a intérêt à assez rapidement être transformé à quelque chose qui est du droit commun, parce que c'est la voie vers la normalité. C'est la marche vers la normalité, mais nous sommes déjà au palier, je crois. Vous qui avez un établissement avec un HAD intégré, vous venez de nous le dire,
qu'est-ce que vous apporte l'article 51 en tant que tel dans cette démarche? L'HAD intégré permet plusieurs choses. Les soins post-opératoires, la prise en charge de patients pour des chimiothérapies à domicile, des chimiothérapies qui peuvent être réalisées sans trop de complexité, mais c'est la grande majorité, permet l'accueil des patients pour des soins de support. Par contre, pour la prise en charge orale, la plupart du temps, les patients qui sont comme vous et moi n'ont pas besoin de la lourdeur d'une HAD et ont besoin de soins à domicile, d'un suivi à domicile très spécifique. Et c'est ça qui est couvert par l'article 51. Alors, quand vous dites couvert, c'est précisément, parce que la personne, pour prendre ses médicaments, elle n'a pas besoin. Elle a quoi? Elle a besoin d'une infirmière à côté d'elle? Alors, c'est d'une infirmière pour certains médicaments, du médecin traitant qui peut être contacté pour les effets secondaires du quotidien. C'est le pharmacien pour la délivrance du médicament, pour l'éducation thérapeutique, chacun de ces acteurs pour l'éducation thérapeutique. Bref, tout ce qui est. Et puis, bien entendu, le praticien qui est souvent l'oncologue dans le centre un peu à distance, qui peut répondre aux quand besoins. Quand la prise thérapeutique connaît peut-être des défauts, c'est le patient qui génère le fait d'aller vers son médecin généraliste, ou vous avez un protocole systématique qui permet de vérifier des formules modernes comme des chats ou des je sais pas quoi qui rappellent le patient? Comment ça se passe concrètement? Ça va dépendre des modèles, mais effectivement, le patient bénéficie d'une éducation spécifique sur les effets secondaires. Ça, c'est quelque chose qui est général, qu'on rencontrerait dans une prise en charge hospitalière traditionnelle. Et c'est à quel moment nous alerter, c'est ce qui est attendu, ce qui n'est pas attendu. Et lorsque quelque chose dont il a été prévenu ou qui lui apparaît sévère le justifie, il va contacter, et bien à ce moment-là, son praticien de proximité, qui lui-même aura pu être bénéficier d'une formation, et évidemment l'acteur de terrain qui va être l'oncologue qui va pouvoir répondre si nécessaire. Oui, il y a des systèmes de chat qui sont mis en place, qui sont variables d'ailleurs selon les établissements, qui permettent aux patients de s'adresser directement à l'équipe médicale du centre et d'avoir une réponse en règle générale assez rapide. Mais l'idée de l'article 51, c'est d'avoir une prise en charge de proximité. Pour cet article 51 qui est dédié à la prise en charge des thérapeutiques orales, qui est très particulière. Il y en a un autre sur lequel nous avons travaillé, qui est plus loco-régional, si je peux dire, mais ça ne va pas déplaire à cette assemblée, que nous déployons sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est lié à ce que j'évoquais tout à l'heure de l'immunothérapie sur le long cours pour des patients qui sont en vie extrêmement longtemps et qui vont très bien avec un traitement qui doit se faire toutes les 3 semaines. Au bout d'un certain temps, une certaine lassitude s'installe à l'idée de venir toutes les 3 semaines dans le joli centre Léon Bérard, mais dans tous les autres centres. Évidemment, la prise en charge thérapeutique sur place, à domicile, en HAD, est la solution. Et c'est ce que nous mettons en place avec un autre article 51, dont on comprend bien qu'il devient indispensable, parce que les hôpitaux de jour, aussi efficaces soient-ils, ne sont pas en mesure d'accepter tous ces patients qui vont bien très longtemps et qu'on doit continuer à traiter. Sur ces expérimentations, vous êtes œcuménique avec les établissements publics non centres anticancéreux qui font et les privés ou oui? Oui, nous sommes par définition œcuméniques, mais bien sûr tout le monde peut en bénéficier. L'objectif c'est ça. De toute façon, on est bien dans une situation où la démographie médicale est telle que nous sommes. Il est obligatoire que nous travaillions de manière collective. Alors certains vont pouvoir s'en servir de manière différente parce que nos organisations sont parfois différentes, mais le travail ne peut être que collectif. Vous avez dit dans votre rapport d'activité de 2020, que j'ai lu rapidement, vous avez dit nous allons accélérer sur l'innovation. Vous la voyez, cette accélération, dans quel domaine et dans quelle mesure ça va justement influer sur l'organisation territoriale? Encore un peu plus que ce que vous venez de dire. Il y a plusieurs niveaux de changement, je pense. Peut-être, je voudrais insister sur 2 en réponse à votre question. Le premier, c'est que la pente régulière des progrès de la compréhension de la maladie et les développements des nouveaux traitements va entraîner une augmentation du nombre de situations que je décrivais. C'est-à-dire que pour l'instant, les chiffres sont probablement variables selon les pays, mais peut-être une 30% des patients bénéficient de ce type d'innovation. Mais on sait que la pente est telle que ça va être à relativement moyen terme, probablement une majorité. Et ça a l'air d'être un travail régulier, mais c'est un travail extrêmement contraignant. Ça impose la caractérisation moléculaire des tumeurs. Bref, ce n'est pas cette innovation-là, elle est dure. C'est de la recherche est de la recherche clinique et de la recherche de transfert qui est âpre. Et celle-ci nous permettra d'avoir plus de patients dans les situations que nous décrivions.
Il y en a une deuxième qui est pratiquement opposée, mais qui est d'égale importance à mon sens. Le travail sur les réseaux de soins, sur les pratiques d'excellence, montre qu'un certain nombre de choses, la majorité des choses, peuvent se faire au domicile du patient ou à proximité du domicile du patient. D'autres choses imposent une centralisation sur un petit nombre de centres. Tout simplement parce que les résultats en termes de guérison, d'efficacité du traitement, ne sont pas les mêmes. Et ça se comprend très bien, lorsqu'on traite une pathologie une fois par an, on n'a pas les mêmes résultats que lorsqu'on en traite 100. Numériquement, on a mesuré l'impact sur la survie de cette centralisation. Elle est un bénéfice pour le patient qui est supérieur au traitement dont je parlais dans le premier chapitre. Donc il va falloir là aussi innover grandement dans les organisations et permettre cette centralisation. Justement, ça m'amène... Je sais que vous avez signé récemment avec l'Institut Gustave Roussy un accord sur justement la recherche. Alors là, c'est un problème de géographie, mais qui se pose, je trouve, à tous les acteurs de santé. Cette géographie de la recherche, elle fait un centre en Île-de-France, un grand centre en Île-de-France et un grand centre à Lyon. Dans quelle mesure l'organisation territoriale, elle peut s'adapter à cette... ou alors c'est complètement dissocié? Est-ce que la recherche entre les grands centres, c'est de la recherche uniquement sur la recherche fondamentale mais j'ai eu le sentiment que c'était aussi de la recherche clinique. Et donc, quelles influences, encore une fois, ce leitmotiv sur les organisations territoriales? Je pense que ce que l'on a appris au cours des dernières années, c'est qu'il y a probablement deux types de recherche qui sont d'égale importance et très complémentaires et très différents dans leur nature. La première, c'est une recherche, on va dire, de pointe, technologiquement exigeante, qui nécessite des grandes masses de plateaux techniques, de plateformes technologiques qui ne peuvent être obtenues que par la réunion de centres disposant de ces plateformes, sur le grand principe que 1 + 1 est supérieur à 2. Cette recherche-là, c'est celle qui nous permet d'accomplir les premières les étapes de votre question précédente. Comment on grimpe sur cette pente douce de l'identification de nouveaux marqueurs. Et celle-ci, elle ne pourra jamais être décentralisée. Mais elle est d'égale importance. Et elle concerne, en premier lieu, peut-être peu de patients, mais évidemment judicieusement sélectionnés pour des raisons évidentes. La deuxième recherche qui est d'égale importance, c'est la dissémination du fruit de cette recherche-là. Et là, c'est une recherche qui est complètement différente, mais qui est très importante je crois, pour la communauté nationale, qui est la recherche des données de santé en vraie vie. Unicancer s'est doté d'une équipe sur son siège permettant de rassembler de très grandes bases de données de plusieurs dizaines de milliers de patients qui sont suivis finement et soigneusement pour regarder le bénéfice effectif et essayer de décliner au niveau régional, non pas essayer, arriver à décliner au niveau régional le fruit de cette innovation, parce que c'est le principe de la sécurité sociale et d'ailleurs de la création des centres en 1945, c'est de pouvoir procurer en région une équité des soins partout sur le territoire. C'est quelque chose qui est engageant à un moment où l'innovation change tous les 3 mois et mettant en jeu d'ailleurs le concept même d'évaluation et d'accréditation, parce que ça change tellement vite que le temps qu'on y arrive, mais bref, c'est quand même notre mission. Donc ces deux recherches-là imposent deux choses. À la fois une massification et un fonctionnement en réseau, selon le modèle réseau hub and spoke, comme aiment à dire les anglo-saxons, mais qui est le modèle tout à fait adapté. Et l'hospitalisation à domicile est un des éléments clés de ce dispositif de dissémination. À dire, ouais, je ne vois pas comment ça peut être fait autrement. D'accord. Merci, on y reviendra sans doute un peu dans une deuxième partie, mais j'entends bien que pour vous, il y a quand même un continuum justement entre la recherche clinique, la recherche fondamentale, la recherche clinique et l'organisation qui en découle, même si les géographies sont différentes, mais en tout cas, tout ça doit être pensé globalement. Encore une fois, pensons global et agissons local, quoi. Ça, c'est parfaitement bien résumé. Ouais, très bien, merci. Pierre Préville, beaucoup vous connaissent maintenant, vous êtes encore jeune. Merci. Je crois que vous avez atteint il y a peu de temps une des barrières de dizaines, mais il y a peu de temps. Vous êtes ce qu'on appelle un X-Min au départ, et quand j'ai vu votre CV, je me suis dit, et comme on a parlé de Joséphine Baker hier, je me suis dit, il aurait pu chanter « J'ai 2 amours, la Bourgogne et la santé ». Parce que vous avez commencé en Bourgogne, votre carrière, après vos études, sur des
pas des sujets de santé, mais des sujets quand même de territoire. Ensuite, vous êtes passé à la DSS. Ensuite, dans le cabinet du ministre chargé de la Santé, on s'en souvient, on l'a évoqué tout à l'heure. Un petit passage au RSI, et puis au Premier ministre, quand Emmanuel Valls était Premier ministre, vous étiez chargé de questions aussi liées à la santé et au social. Et vous êtes directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté depuis janvier 2007, ce qui fait de vous maintenant presque un vieux. Hein. Voilà, en tout cas, un DG d'ARS de longue durée. Surtout parce que je la connais assez bien, en tout cas la région Bourgogne, puisque j'avais été avant les ARH quelques années DRAS. C'était une région qui avait été caractérisée par un mouvement assez, pas perpétuel, mais assez rapide de directeurs d'ARH et après d'ARS. Bon. Mais vu votre âge, vu votre parcours, vous avez gardé encore cet œil neuf. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous commenciez par ça, c'est-à-dire pour vous, l'innovation, pour vous qui êtes un scientifique, un ingénieur d'ADN, je dirais, quand vous regardez le système de santé que vous pouvez observer sur cette grande et belle région qui est la Bourgogne-Franche-Comté, quelles innovations sur le terrain vous ont paru les plus intéressantes? Après, on reviendra sur ce qu'on vient de vivre comme crise et ce que ça a apporté. Mais comme ça, qu'est-ce qui vous paraît comme ça le plus intéressant et qui est susceptible vraiment d'être retenu? Alors oui, peut-être pour essayer de répondre, aller un peu droit au but par rapport à la question qui est posée. Après ce qu'on vient d'entendre, pour répondre à la question, parler d'innovation organisationnelle sur le terrain, c'est souvent un peu du marketing quand on prononce le mot innovation, parce que franchement, j'ai pas souvent le sentiment d'être en terrain totalement inconnu ou de venir à l'appui d'une idée absolument géniale que personne n'a eue avant. On n'est pas dans le champ de l'innovation thérapeutique, ni même souvent dans le champ des bouleversements organisationnels que suppose le fait de rendre accessible une innovation thérapeutique ou le progrès médical. Ce sont quand même ça les grandes lignes de force, à mon sens, qui s'exercent sur le système de santé. En revanche, le levier organisationnel, il est majeur au quotidien dans notre action, pour deux raisons. Soit pour rendre possible l'accès au progrès médical. Je veux dire, quand on est dans une région comme la Bourgogne-Franche-Comté, qui est plus grande que la Suisse et à peine plus peuplée que le département du Nord, assez vite, les problèmes organisationnels surviennent. Et donc, quand il faut quand même garantir l'accès aux thérapies innovantes dans le cadre des traitements de la lutte contre le cancer, quand il faut garantir une prise en charge dans des délais corrects d'un AVC qui ait lieu en centre-ville de Dijon, au fin fond du Morvan ou du Haut-Doubs, ça génère forcément, peut-être pas des innovations au sens noble du terme, mais quand même pas mal de jugeotes pour essayer d'apporter une réponse. Et moi, ce qui m'intéresse au quotidien, et je crois que c'est d'ailleurs ce qui fait probablement le principal charme du travail en ARS, c'est d'être auprès des acteurs, non pas dans la prescription de solutions qui auraient été trouvées ailleurs. En réalité, on est assez rarement dans cette posture-là, mais plutôt d'être dans l'accompagnement à la recherche de solutions qui, en général, sont organisationnelles, aussi parce qu'il faut bien reconnaître que c'est à peu près le seul levier dont nous disposions au niveau local, mais ce n'est pas un levier inopérant, et qui émane, en général, effectivement, des acteurs de terrain, dès lors qu'on est capable de les mettre autour d'une même table. Et c'est probablement, vous avez dit, maintenant je suis comment vous avez dit, de longue durée, c'est pas en ALD, mais presque, mais je pense que le plus dur, c'est d'arriver à créer ce tour de table à un échelon local adapté et faire en sorte que les acteurs s'alignent dans la recherche d'une solution qui est toujours commune à un problème qui, en première approximation, est toujours vécu comme le fait du voisin ou de l'absence de travail correct du voisin. Je pense que c'est notre rôle de casque bleu et presque de catalyseur d'innovation, de progrès plus exactement organisationnel, qui est probablement le plus intéressant dans une agence régionale de santé. Et je reviens un tout petit peu à ma question tout au début. Vous, avec
si vous l'avez encore, ce regard, j'allais dire, de découvreur du domaine de la santé. Est-ce qu'il y a vraiment des éléments qui vous... Est-ce que, par exemple, la césure entre la ville et l'hôpital, entre les statuts, est-ce que tout ça, ça vous est apparu comme des éléments vraiment, au départ, très, très difficiles, très, très, presque dirimants par rapport à, justement, cet objectif de coopération, quoi, ou de dialogue, déjà? C'est structurant, bien sûr, c'est structurant... pour le meilleur et pour le pire. Il est sain qu'on ait ces différents modes d'exercice et on a besoin de tous ces modes d'exercice. Et après, il est à peu près normal qu'on ne peut pas financer ou réguler de la même manière exactement tous ces acteurs. Mais au moment de trouver une solution commune, il faut arriver à franchir effectivement souvent une somme d'obstacles qui ne sont pas que culturels, qui sont aussi souvent pratiques. Alors, les obstacles culturels, ils se surmontent dans le temps, je pense, dans l'acculturation et l'envie de travailler ensemble. Et c'est là où le fait de travailler sur des projets concrets de terrain permet de surmonter, pas toujours, mais souvent, des postures plutôt plus institutionnelles ou représentatives qu'on trouve peut-être dans le jeu d'acteurs national, parfois régional aussi, parce qu'on a maintenant des grandes régions. Mais au niveau local, quand on se met autour de la table, même avec des gens de bonne composition, il y en a quand même beaucoup, on arrive à construire des solutions et ensuite à faire le chemin inverse. C'est-à-dire, bon, si c'est ça la solution, qu'est-ce qu'il faut arriver à surmonter comme obstacle réglementaire, de tuyauterie de financement, etc. Mais dès qu'on se met en mode solution, après on déroule. Le plus difficile, je trouve, dans le secteur, c'est pas tant de trouver la solution, parce qu'elle est souvent assez simple à trouver. C'est pour ça que le mot innovation, j'ai tendance plutôt à le récuser, en tout cas dans 90% de ce que l'on fait au quotidien. C'est une fois qu'on s'est mis d'accord sur la cible à atteindre, d'arriver à trouver un chemin dans lequel on ne perde pas des partenaires en cours de route. C'est probablement ça le plus difficile au quotidien, oui. La posture de directeur général d'ARS par rapport à celle que j'ai connue comme directeur d'ARH comporte au moins un avantage, peut-être quelques inconvénients, mais au moins un avantage, c'est de pouvoir regarder les deux secteurs, la ville d'un côté et l'hôpital de l'autre, non pas en parallèle, mais en tout cas de pouvoir les observer assez finement et aussi d'être acteur dans ces deux secteurs. Bon, dans les deux, il y a eu depuis 5 ans des mises en place d'organisations, les GHT notamment, principalement pour les hôpitaux, côté ville, avec une imagination florissante d'acronymes, mais les CPTS, les PTA, bientôt les SAS ou je ne sais pas quoi encore. Donc, chacun... mais alors, si vous regardez ça un peu comme un organisateur de course, alors je sais pas, est-ce que c'est une course d'escargot, de lévrier de chaque côté qu'est-ce qui va plus vite et comment vous avez vu ça, vous êtes arrivé pratiquement au moment où les lois qui ont posé ces deux grandes familles, je dirais, de coopération sont nées. Et vous les voyez comment? Est-ce que d'abord votre région est plutôt en avance ou vous diriez médiane ou plutôt en retard? Alors, je ne vais pas rentrer dans la zoologie parce que ce n'est pas du tout mon domaine, mais en tout cas, ces objets-là, pour moi, ils sont tous intéressants parce que chacun de ces objets est l'occasion de faire l'exercice auquel j'essaie de me prêter de manière théorique tout à l'heure avec vous, c'est-à-dire de poser un problème d'accès aux soins, ou en tout cas une amélioration à rechercher, et de mettre autour de la table des gens qui viennent d'univers différents pour construire quelque chose ensemble. Donc nous, on n'est pas dans la déclinaison un peu bête et méchante d'une circulaire qui nous dit qu'il faut faire des GHT, on fait des GHT, ensuite on faut faire des CPTS. Je pense évidemment qu'on est dans la déclinaison d'une politique nationale, mais ce qu'on recherche à chaque fois, c'est comment est-ce que ces objets peuvent être des leviers d'amélioration de l'organisation des soins. Et je trouve, alors peut-être pour commencer sur le sujet GHT, parce que moi je suis arrivé, il venait d'être créé, en quelque sorte. Ce qu'on a vécu pendant la crise, en tout cas dans la région, hein, c'est un témoignage local, il y a eu presque un glissement sémantique dans le mot GHT, qui au départ, en tout cas d'un point de vue juridique, est avant tout un organisme de coopération entre hôpitaux publics. Et en fait, on a presque inversé l'acronyme, on raisonne maintenant en territoire de GHT pour désigner non pas simplement une coopération entre acteurs publics, mais une échelle territoriale à laquelle on
on essaie d'organiser une coopération entre acteurs, quel que soit leur statut. Et ça, pendant la crise, chez nous, ça a été assez fulgurant, parce qu'en réalité, on a organisé la réponse à l'échelle des territoires de GHT, dans des tours de table, qui au départ ont réuni, on va dire, les principaux établissements publics et privés, parce qu'on était dans une réponse surtout fondée sur les soins critiques, qui, pendant la deuxième vague, ont été considérablement élargis, parce que cette vague-là était aussi une déferlante sur les services de médecine, et donc poser des questions de parcours de patients, y compris en aval d'hospitalisation. Là, le cercle a été très largement élargi à tous les hôpitaux, même les plus petits, y compris les hôpitaux de proximité, encore une fois, quel que soit leur statut, et évidemment à la HAD, avec toujours ce meilleur moment de la réunion de crise régionale où les représentants de la HAD, après avoir entendu la litanie du manque de place dans tous les GHT du territoire, a annoncé le nombre de places disponibles en HAD à l'échelle de la région. C'était le meilleur moment de la réunion en général, parce qu'on voyait qu'il y avait des solutions. Mais vous voyez, on a eu un glissement sémantique, puisque d'un objet au départ, qui reste bien sûr juridiquement un objet de mutualisation, de fonction entre hôpitaux publics, de projet médical partagé entre hôpitaux publics, on est passé à une logique de maille territoriale à laquelle on rend possible un tour de table entre acteurs pour organiser une réponse hospitalière commune, et peut-être un peu plus qu'une réponse hospitalière, puisque, je vais peut-être donner un exemple concret, qui est le territoire de la Haute-Saône, où le GHT est encore un peu en avance, parce que en fait, il n'y a plus qu'un seul hôpital public multisite, et donc il est un peu débarrassé de cette surcouche de problématiques parfois internes aux hôpitaux publics que le GHT peut générer. Parfois. Et donc, lui a directement conçu une cellule de régulation, non seulement de l'accès à des avis hospitaliers, des admissions directes dans les services, mais aussi de sorties accélérées en aval, en associant notamment évidemment la HAD, le dispositif d'appui à la coordination du territoire, alors c'était d'ailleurs un peu antérieur à la crise que ce dispositif est né. Il a évidemment pris un certain essor autour de la problématique des parcours de soins des patients Covid pendant la crise, et il se poursuit aujourd'hui avec une dynamique accrue. Et donc voilà, je pense qu'on a, encore une fois, l'objet est peut-être un peu différent. Il évolue par rapport à sa vocation première, mais vous voyez que je pense qu'on est capable d'en tirer du potentiel pour améliorer l'organisation, peut-être pas innover au sens aussi fantastique que ce qui a été décrit précédemment dans les thérapies du cancer, mais apporter des réels progrès, oui, et donc forcément, oui, un espoir de solution à des problèmes concrets. Je ne sais pas si l'ami Garbi dira tout à l'heure si, pour lui, le GHT comprend les cliniques privées, mais en tout cas, le territoire des GHT peut-être. Mais le territoire sûrement. Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a une petite chance quand même, c'est qu'il y a peut-être une concurrence qui est moins forte qu'ailleurs. En tout cas, il y a une complémentarité qui est peut-être un peu plus naturelle. Je voudrais juste vous interroger sur une petite particularité de la Bourgogne-Franche-Comté, puisque vous avez un des rares GHT qui est interrégional, qui a un petit bout dans le Grand Est. Ça a été un obstacle ou ça a été, ou c'est vraiment une anecdote? C'est plutôt une anecdote, je dirais. La géographie. On a en tout cas eu à cœur de faire prévaloir la logique de GHT sur la logique administrative, D'accord. avec l'idée, notamment pour ce qui est des transferts de patients, que le CHU de Dijon intervienne bien en appui des hôpitaux de Haute-Marne comme il le devait. D'accord. Donc ça s'est organisé comme ça. Ok, merci. Sur la partie alors ville, vous avez aussi vu naître les CPTS, peut-être que les PTA un peu moins, mais quel jugement vous auriez de ces 4 années à peu près, un peu plus, de votre point de vue, je crois qu'on y reviendra après à plusieurs reprises, mais sur justement la création des CPTS et leur rôle aujourd'hui. D'abord, pour vous dans la région, est-ce que c'est une maille qui commence à être vraiment... Il n'y a plus de trous, il n'y a pas de... Oula non, on en est loin. Ah bon, on en est loin. Il y a des mythes encore. Ah oui. Ça dépend comment l'écrit. C'est parce qu'on a justement une logique qui est celle que je vous indiquais tout à l'heure. On n'est pas dans... Moi, si vous voulez, dans mon bureau, je suis capable de faire une carte des CPTS, mais je ne crois pas que c'est ce qu'on me demande. Donc, on appuie les projets qui émergent, et au fur et à mesure, la carte se compose. Et on la laisse se composer comme ça. Parce que notre souci, c'est que
les professionnels se reconnaissent dans la CPTS de leur territoire. Et si c'est juste la CPTS prescrite par l'ARS, j'aurais peut-être coché les cases d'un maillage territorial à brève échéance, mais peut-être pas semer comme il faut les graines de quelque chose de propice pour l'avenir. C'est quoi les facteurs que vous observez comme, qui permettent, c'est des facteurs humains, alors, c'est des facteurs de dynamisme? Oui, c'est un peu comme pour les maisons de santé en fait. Il y a au départ une affaire de petits groupes de pionniers sur chaque territoire. Il y a des gens qui sont capables de porter des projets et ensuite d'embarquer leurs collègues. Et c'est eux qui portent des projets, c'est eux qu'on soutient et c'est eux qui avancent et qui font avancer ces projets. C'est plus dans des territoires plutôt riches en acteurs ou au contraire plutôt où il y a plutôt une forme de pénurie? C'est beaucoup plus dans les territoires ruraux, oui, que dans les territoires urbains, probablement parce que à la fois nécessité fait peut-être davantage encore loi dans ces territoires, et aussi parce que il y a une interconnaissance peut-être plus facile dans un territoire rural qu'en plein centre-ville d'une ville, même si chez nous, on n'a pas des très, très grosses non plus. Donc, c'est plutôt ça que j'observe. Et donc, là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a une toute petite dizaine de CPTS vraiment constitués. On a encore une dizaine d'autres en gestation. Il y a encore des endroits du territoire où il n'y a pas de projet en germe. On fait le pari de la tâche d'huile. Et on sait quand même, mais les acteurs sont au courant, on s'est réservé le droit d'une petite clause de revoyure s'il fallait un peu étendre les territoires d'action de certaines communautés pour venir garantir une égalité de services rendus sur l'ensemble du territoire régional. C'est une question fondamentale parce que dans les endroits où il n'y a pas eu d'initiative, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer des mini-dominici, il faut mettre des officiers d'intendance, il faut au contraire rien faire et attendre ou s'appuyer sur d'autres acteurs. Je vois que votre voisine va donner des solutions elle aussi. Mais est-ce que, vu de Paris, cette carte un peu mitée, elle agace parce que justement, elle n'est pas assez. Pas encore. Pas encore. Et on a quand même, il nous est quand même laissé un peu de temps justement pour être dans l'accompagnement et pas dans la prescription de solutions. Moi, je fais le pari de l'effet d'entraînement des premières initiatives et des progrès qu'elles auront permis d'atteindre pour donner envie tout simplement aux autres d'y aller. En pratique, d'ailleurs, à l'échelle de certains départements, parfois la CPTS, elle part dans un endroit totalement imprévisible du territoire, on l'accompagne et puis ça donne envie aux autres d'entrer dans l'aventure. Donc je ne suis pas du tout pessimiste. Et par rapport à la question d'aujourd'hui, qui est aussi l'articulation entre le national et le local, je trouve que la CPTS, c'est un concept en réalité de grande liberté, si on veut bien le respecter tel qu'il figure dans les textes, puisqu'au fond, même l'accord conventionnel interprofessionnel, il n'est pas prescripteur de moyens, de solutions, il est prescripteur d'objectifs à atteindre, sur lesquels, je pense, on s'accorde assez aisément, en termes de services rendus à la population. Et au fond, la CPTS est totalement libre de mettre en place les organisations qu'elle juge pertinentes à l'échelle de son territoire. Et nous, je trouve, ça nous met dans une relation très, très saine avec les acteurs, qui est de ne pas essayer à tout prix de décliner un modèle existant à l'échelle nationale, mais d'être vraiment dans l'accompagnement à l'émergence de dispositifs propres au territoire, mais destinés quand même à atteindre un objectif d'intérêt général. Et vous auriez un ou deux exemples d'initiatives justement prises vraiment sur le terrain et quand vous les avez vues, vous avez dit ah bah là, dites donc, là il y a vraiment il y a eu de la matière grise, il y a eu de la C'est un peu tôt, mais je vais vous donner un exemple qui est peut-être le sujet brûlant auquel nous sommes tous confrontés en ce moment, c'est l'organisation des soins non programmés, qui est un vrai sujet compliqué parce que individuellement, pour un médecin, on peut pas condamner un médecin à devoir répondre à toute demande de soins non programmés qui vient s'exprimer à sa porte. Et l'espoir de la CPTS, et avec l'appui des projets de type SAS, c'est de faire en sorte que collectivement, on soit capable d'absorber cette demande de soins, à condition que la régulation peut-être soit efficace également. Et là, je vais vous dire ce que produisent les CPTS, on est encore loin d'avoir abouti à un modèle complet, mais est en fait très très différent d'un territoire à l'autre, avec des territoires qui partent sur des modèles de points fixes de soins non programmés très liés à l'hôpital, d'autres territoires qui partent sur des modèles de
point fixe aussi, mais plutôt dans des maisons de santé pluriprofessionnelles. Des territoires qui passent dans des logiques d'agenda partagé avec un secrétariat commun. Et si vous voulez, nous, depuis l'ARS, on est d'une totale neutralité par rapport à ces solutions. Ce qui compte, c'est qu'elles marchent, vous voyez. Et je trouve que l'esprit CPTS permet ça, là où auparavant on était quand même sur toutes ces questions et sur bien d'autres, plutôt dans la déclinaison de dispositifs et d'organisations pensées à une échelle probablement trop large. Autre sujet, combien d'articles 51 sont passés par l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté ? On a arrêté de les compter parce qu'on est trop fort. Non. En tout cas, J'ai vu qu'il y en a eu à peu près 900 à l'échelle nationale, il y en a eu 300 qui ont été retardés, et il y en a aujourd'hui que 103 qui sont vraiment en place, 200 qui sont en instruction. Mais vous, précisément... J'avoue que je n'en sais rien, parce que ce n'est pas un objectif chiffré, ou alors c'est parce qu'on l'a déjà atteint. Non, mais... En revanche, les articles 51, pour nous... Alors, on essaye de ne pas transformer en article 51 tout sujet de transformation. En gros, si on a vraiment besoin d'une marge de manœuvre sur les dispositifs de prise en charge, ou... oui, là, l'article 51 est un super outil parce que ça permet en gros de déroger à peu près tout ce qu'on veut pour mettre en place une solution pertinente. Mais enfin, quand même, la plupart des transformations dont je viens de parler, elles ont pas besoin d'un article 51. Mais quand même un petit peu lent, non ? Bah écoutez, nous on a été les premiers à en sortir, donc je veux pas cracher dans la soupe, puisque je crois pouvoir affirmer que le premier c'est un projet porté par les acteurs de la ville et de l'hôpital d'ailleurs sur la Côte d'Or, qui vise à mettre en place un parcours intensif de prise en charge post-AVC, post-infarctus, avec un objectif. Enfin, le juge de paix, ça va être le taux de réhospitalisation, bien sûr, qui, si on a bien travaillé, devra avoir significativement diminué. Ouais. Et ça implique à la fois, évidemment, les acteurs de l'hospitalisation publique et privée, les professionnels de ville. Et donc, c'est un très, très, très beau projet. Et on est sur, je crois que c'est le premier projet régional, parce qu'il y a eu des projets nationaux qui est sorti du tuyau. Donc, en fait, on a du coup... grâce au fait d'avoir essuyé les plâtres peut-être de ce processus, une relation assez apaisée à ce processus qui nous paraît pouvoir tourner et servir les projets qu'on remonte. On y reviendra. Merci Pierre de cette première interpellation. Jocelyne Wittevongel, c'est comme ça qu'on dit ? Wittevongel. Wittevongel. Ou à la flamande, voilà. Si vous préférez. À la flamande. Wittevongel. Wittevongel. Oui. Pourtant, à Saint-Gauthier, dans l'Indre, si vous n'êtes pas très nombreux, des Flamands aussi. Mais c'est le mari, moi. Ah, d'accord, oui, bien sûr, pardon. Désolé, mais... Ah, mais je pensais encore que votre pharmacie, c'était votre nom de jeune fille, mais bon, excusez-moi. Non. Bon, alors, vous êtes donc pharmacienne dans un petit charmant... C'est une région qui s'appelle la Brenne, c'est ça ? Oui, voilà. Tout à fait. Je connais un petit peu, mais c'est effectivement, c'est très beau. C'est entre Argentan-sur-Creuse et le Blanc. Et le Blanc, voilà. Le Blanc, au lieu de la restructuration hospitalière. Un tout petit avec peu une maternité bien célèbre. Voilà. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de morts depuis. Non, bah non, elle est fermée. Voilà. C'est plus simple. Bon. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général de la Fédération des syndicats pharmaceutiques français. Vous avez été présidente de l'UNPS pendant 2 ans, oui. Donc de grosses responsabilités nationales que vous exercez encore. Vous êtes membre du HCAM, de la Conférence nationale de santé, et puis alors, je crois que c'est le plus important, du conseil d'administration de la FNEAD. Donc ça vous pose quelqu'un. Et puis, vous avez été choisi pour tout ça, et pour d'autres talents sans doute, comme pour participer au Ségur, et vous avez été pilote du pilier 4. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est, donc vous allez nous expliquer un petit peu. Mais avant, vous en tant que pharmacienne, parce que vous tenez à rester pharmacienne de terrain et vous le revendiquez. Est-ce que pendant la durée du Covid, la pharmacie a été encore plus un acteur de terrain qu'elle ne l'est d'habitude ? Alors, on est des acteurs de terrain permanents, sauf que là, on est devenu plus professionnel de santé et moins commerçant. D'un seul coup, aux yeux de tout le monde, le pharmacien reprenait sa place au milieu des professionnels de santé, puisqu'on a toujours, nous, l'ambiguïté d'être un commerce. On était ouvert. Alors, on est une profession extrêmement cartésienne. On est des rigoureux, les tableaux Excel. Donc, effectivement, on nous a convié la logistique
pour tous les professionnels de santé de nos territoires. Ce qui nous a pas gênés, c'était logique, on ait un point d'accès facile et c'était pas le problème. Mais on a repris notre place véritablement par les tests antigéniques, par la vaccination. Ça faisait des années qu'on réclamait de pouvoir vacciner en disant qu'on ouvrirait une autre porte et une autre accessibilité aux patients. Et là, bien des freins se sont levés et d'un seul coup, effectivement, on est devenus des acteurs comme tous parce qu'on a besoin des infirmiers, on a besoin des médecins, on a besoin des hôpitaux, on a besoin de l'HAD et on a besoin du pharmacien et de son équipe officinale pour être là au milieu de cette pandémie. Sur les deux fonctions principales qui ont été à la fois les tests et la vaccination. Et les deux, absolument. Voilà. Dans des organisations différentes, hein. Puisque c'était sur la base du volontariat. Donc il y a des pharmaciens qui ont fait des tests et pas de vaccination, d'autres qui ont fait de la vaccination et pas de test, comme chez moi, parce que c'était un accord avec les infirmiers, et puis d'autres qui ont fait les deux. En fait, ça dépendait du milieu dans lequel vous étiez. Alors, c'est pas terminé aujourd'hui, malheureusement. Oh non, loin de là. Au total, ou en tout cas au moment où on en est aujourd'hui, les pharmaciens auront vacciné combien en pourcentage? 5%, 10%, Dans 15%? Ce qui est fait en libéral, hein, sur le monde de la ville, les pharmaciens ont vacciné 75%. 75% en libéral. Oui. Et par rapport aux médecins infirmiers, si vous prenez tout le hors centre de vaccination, hein, je précise bien, oui. Les pharmaciens ont fait 75% des vaccinations. Oui, donc un gros acteur, si j'ose dire. C'est un... Bon. Oui. Voilà. Et alors, vous qui, donc, pas dans vos responsabilités nationales, est-ce que ça vous donne une place différente de celle que vous aviez il y a 3 ans ou 4 ans pour l'organisation, justement, du territoire ? Alors, pour l'organisation du territoire, ça nous a beaucoup tous rapprochés, hein, tous les professionnels de santé. En libéral, on s'est beaucoup rapprochés les uns des autres. On s'est soutenus parce qu'on en avait vraiment besoin. Et notre place est totalement, oui, différente. Maintenant, en fait, non. Enfin, dans le travail de tous les jours, avec les autres professionnels de santé, ben, on est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé. On était tous, on se reconnaît entre nous. Ça a changé le regard que les politiques et les administratifs ont sur nous. Oui. Est-ce que je participe par ailleurs à quelques think tanks, dont un qui va sortir une proposition dans quelques semaines pour confier notamment aux pharmaciens, pas seulement aux pharmaciens, mais un rôle éventuel de référent territorial en santé dans les endroits où notamment il y a des déserts médicaux ou autres. Est-ce que vous revendiquez plus que ce que vous avez fait pendant le Covid, ou est-ce que cette position vous convient aujourd'hui ? Alors, en tant que syndicaliste, je vais vous dire, on peut toujours revendiquer plus. Mais on ne peut pas revendiquer plus au détriment des autres professions. On va avoir des champs de compétences croisés. On a des professions qui ont quand même l'art d'interdire aux autres de faire des choses, alors qu'eux-mêmes ne sont pas en capacité de le faire. Vous voyez, je ne vois pas de quelle profession. Non, moi non plus. Ils ont des caducées rouges. Peut-être un peu. Ça doit être ça. Oui, mais on demandera à votre voisin après. Oui, ouais. Mais ça, c'est certain. Parce que c'est, en fait, c'est la profession qui prescrit. C'est ceux qui ont toujours tenu le stylo. Donc c'est quelque chose qu'ils ont dans les gènes depuis la première année de fac. Toutes les autres professions, on est des professions de prescrits, donc c'est un peu différent. Après, on n'est pas là pour prendre le travail des uns des autres. On va avoir des évolutions de compétences, des évolutions de métiers. La vaccination, maintenant, c'est les pharmaciens, c'est les médecins, c'est les infirmiers. Après, voilà, les gens, ils ont une potentialité de pouvoir trouver au plus près de chez eux et en fonction de leurs habitudes de vie, la vaccination. Il est évident que les rappels vaccinaux de l'adulte, ça fait des années qu'on dit mais attendez, ils ne vont pas forcément chez le médecin, ils n'ont pas forcément un infirmier. Alors s'il faut aller chez le médecin pour la prescription, venir à la pharmacie le chercher, puis repartir chercher un infirmier ou un médecin, confiez-nous-le, on ira plus vite. En une seule fois, on voit les gens. Et ça, c'est de la santé publique. Donc ça rentre dans les mœurs et c'est pas pour prendre le travail d'un autre. C'est vraiment dans le cadre de la prévention et d'augmenter une certaine couverture vaccinale. Et je pense qu'il y a toujours des choses comme ça. Mais il y a des choses qui sont absolument horripilantes. Parce que le pharmacien doit toujours faire ses preuves. Il va y avoir toutes les professions médicales, toutes les professions de santé peuvent prescrire
des substituts nicotiniques, sauf une, les pharmaciens. Parce qu'on les dispense, on n'est pas sûr qu'on dispenserait pas trop. On n'en prescrirait pas nous-mêmes un peu trop, ce qui est parfaitement faux et qui n'est pas du tout nos habitudes. Et bien pour pouvoir le faire, nous allons passer en expérimentation. À un moment, il faut arrêter. Il y a 3 régions qui vont être en France expérimentatrices du pharmacien, prescripteur, dispensateur de patchs nicotiniques. C'est une expérimentation ad hoc, c'est pas de l'article 51. Là. Ah non, c'est une expérimentation nationale menée dans le cadre du ministère. Mais pourquoi on doit encore prouver? Est-ce qu'on a encore des choses à prouver comme ça? Alors, pourquoi un kiné, un infirmier peut prescrire et pourquoi le pharmacien ne peut pas? Justement, vous avez été choisi pour être un des pilotes de piliers de Ségur. Donc, parlez-nous un peu de ça parce que il y a eu quand même beaucoup d'espoir. Bon, personne n'est naïf et pensait que tout ce qu'on avait pu imaginer pendant que toutes les barrières avaient sauté, comme le disait Elisabeth Hubert au début, et que ça allait se traduire immédiatement par des nouveaux comportements et des nouvelles. Mais quand même, on s'attend à ce que les choses ne soient pas du tout comme avant. Et vous diriez quoi après avoir participé au Ségur? D'abord, expliquez-nous un peu comment ça a fonctionné. Ça a été 10 semaines passionnantes, 10 semaines à être au 7e étage du ministère en permanence, avec tous des domaines différents, puisqu'il y avait quand même le pilier 1 qui était la revalorisation salariale des hospitaliers, qui était quand même le point d'orgue. Et sur les 7 du Ségur, ils étaient quand même déjà 3 sur ce pilier-là, voire 4. Donc après, nous les autres, on avait chacun notre pilier. Par contre, la gageure était effectivement sur le pilier 4, qui était l'organisation territoriale et l'amélioration au service des patients, en 10 semaines. Bon. On a fait beaucoup de choses. Je suis fortement dépité de des fois ce qu'il en reste. J'avoue que si j'avais pas eu certains appuis, certains encouragements, et je remercie largement la présidente de la FNEAD qui a été d'un soutien sans faille pendant les 10 semaines et qui m'a bien aidé sur beaucoup de domaines. Oui, il y a des sujets qui sont encore dévoyés, qui ne sont pas ce que les acteurs voulaient et ce que les acteurs sortaient des auditions. Alors si on prend l'innovation organisationnelle, je vais être dur et je ne vais pas aller dans le même sens que beaucoup de gens dans cette salle. Annoncer à un moment 1000 CPTS, c'est un effet marketing. Point barre. L'espoir de solution, c'était ce que les professionnels de santé, et j'aime beaucoup le discours de Pierre Pribil, étant dans une région où nous, on a quadrillé et on est dans des CPTS et tout est quadrillé, il n'y a pas de trou chez nous. Hein. C'est cordeau. L'espoir de solution, c'est venir, comme l'a dit Elisabeth Hubert dans son discours. Centre Val-de-Loire, j'entends. Centre Val-de-Loire, oui. Voilà. Centre Val-de-Loire. Certains s'interrogeaient. Non, c'est que ça émane du terrain. Il n'y a pas une solution. La CPTS n'est pas la solution. C'est une des solutions. Il y a l'équipe de soins primaires, il y aura les équipes de soins spécialisées qui seront encore différentes. Il y a aussi les professionnels qui ne seront pas forcément dans des structures marquées avec des associations, avec du financement, mais qui voudront uniquement des outils pour travailler autour du patient. Peu importe. Les CPTS, elles ont des missions très particulières. Elles ont la mission de l'organisation des soins non programmés et du médecin traitant pour leurs 2 missions socles principales, qui sont des missions quand même très médico-centrées. Bon, c'est un problème, bien évidemment. Mais le patient, quand vous avez des CPTS qui sont à taille humaine, ça va. Ils peuvent travailler sur d'autres leviers. Mais quand vous avez une CPTS qui reprend 1500 professionnels de santé, le patient lui-même, monsieur X, qui a un besoin d'une solution, il ne va pas forcément le trouver parce que c'est très loin des préoccupations de son médecin, de son pharmacien, de son infirmier, qui voit passer, effectivement, comment on fait des soins non programmés, comment on va faire le SAS, le service d'accès aux soins, mais pas forcément la différence de prise en charge. Que va plutôt faire une équipe de soins primaires ou une équipe ouverte entre professionnels? Et je salue Dominique Pont qui va nous mettre des outils entre nous pour effectivement qu'on puisse plus facilement communiquer. Après, il faut lier,
parce que les CPTS, c'est quelque chose, on a parlé du GHT, mais il faut les ponts. Ils font les ponts entre les hospitaliers et les libéraux. L'HAD fait un des ponts, mais c'est aussi de l'hospitalisation à domicile. On sait que les points de rupture en France sont l'entrée à l'hôpital, la sortie à l'hôpital. Si on fait des CPTS, des GHT, où est-ce qu'il est mon pont pour relever les points de rupture? Donc c'est ça qu'on n'a pas fait. Pendant le Ségur, vous aviez imaginé justement d'autres types de solutions, d'autres types de... On avait décliné tout un tas de solutions d'exercices coordonnés. Oui. On avait toute une liste qui commence à voir le jour au sein de l'assurance maladie parce qu'on est des têtus, les syndicalistes, donc on revient dessus régulièrement. On a aussi un espoir dans certaines zones avec les hôpitaux de proximité. Ça a été un sujet qui nous a passionnés avec Elisabeth Hubert. Sur effectivement comment faire que ces hôpitaux de proximité soient un lien naturel entre les hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés, et les libéraux, et les patients, et l'HAD, et les associations médico-sociales, parce que c'est ces hôpitaux-là qu'il faut vivre. On n'est pas censé en faire des mouroirs, hein. Donc il faut les faire vivre. Et puis il y a le lien avec le médico-social qui est extrêmement important. Donc effectivement, au niveau structure, on avait vu travail ensemble sans forcément de structure. D'accord. Mais je vais être un peu provocatrice par rapport à votre déception, c'est-à-dire que le fait que ce ne soit pas repris dans des décrets, dans des textes, est-ce que c'est pas plutôt mieux? Est-ce que ça va pas être plutôt justement, est-ce que ça va pas fleurir comme des expérimentations? Alors, ça n'a pas besoin d'être dans des décrets, ça n'a surtout pas besoin d'être dans des tiroirs. Oui. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de décret, on demande qu'on puisse le faire. Je vais vous donner un exemple, alors qui est peut-être très pharmaceutique pour un et moins pour l'autre, mais pas sur de l'hospitalisation. On sort un décret et on sort un texte comme quoi vous pouvez être remboursé d'une consultation de psychologue si votre médecin exerce en maison de santé pluridisciplinaire. Quel est le choix du patient X? Il a choisi un médecin, mais qu'il exerce en cabinet de ville, en MSP ou lié en une CPTS, il a choisi le médecin, pas son mode d'exercice. Or, si le patient X a ce médecin-là, il ne sera remboursé d'une consultation de psychologue que si son médecin est en maison de santé pluridisciplinaire. C'est une différenciation d'accès aux soins. C'est pas normal. C'est pareil, si vous avez une infection urinaire un samedi, je vous conseille d'avoir un pharmacien qui est lié à une maison de santé pluridisciplinaire. Parce que dans ce cas-là, vous aurez le traitement de l'infection urinaire. Parce qu'il y aura un protocole. Sinon, nous vous enverrons les jeunes femmes, ou les femmes, aux urgences des hôpitaux. C'est une différenciation d'accès aux soins liée à un mode d'exercice dont le patient n'est en rien responsable. Oui, en quelque sorte, c'est un levier pour encourager des formes d'organisation, mais vous dites le levier, il s'appuie au mauvais endroit, quoi. Il appuie au mauvais endroit. D'accord. Gardons quand même quelques espoirs, si vous aviez une ou deux, à part celles que vous venez de dire, mais une ou deux innovations, même si Pierre Pripil m'a dit que le terme ne convenait pas, mais une ou deux organisations territoriales à mettre en avant, ce serait laquelle? Fluidifier le rapport entre l'hôpital et la ville. C'est primordial. C'est le point le plus important. En dehors même des informations qu'on peut échanger entre nous, il faut fluidifier absolument l'entrée à l'hôpital d'un patient et la sortie à l'hôpital. Il faut qu'on puisse avoir les prescriptions, que ça soit de l'HAD, du matériel médical, le pharmacien, l'infirmier, peu importe, de manière à pouvoir prendre en charge le patient tout de suite quand il sort de chez lui et pas qu'il y ait un temps de latence de 24 heures parce qu'on n'a pas été prévenu, parce qu'on ne peut pas s'organiser comme ça. Et surtout, que l'entrée à l'hôpital, elle se fasse d'une manière où l'hôpital, dès que le patient arrive, il ait toutes les informations. Mais pourquoi certains... Moi, je me souviens avoir dit il y a quelques années à une
quelqu'un qui allait prendre les rênes du plus grand hôpital français, lui dire la différence, madame, entre une clinique et un hôpital, c'est que dans une clinique, le médecin généraliste a le téléphone du chirurgien qui va opérer son patient, tandis qu'à l'hôpital, il ne sait même pas le nom il sait même pas comment joindre la secrétaire du service. Est-ce que ça peut changer vraiment vous avez des pistes là pour déjà, autre que des changements culturels, parce que il y a les changements numériques, ça c'est évident. D'accord. Ça c'est le jour où on aura tout. Et puis il y a des ponts et des formes à construire. Moi je suis dans une région où effectivement mes patients vont aller soit vers une très grande clinique privée, soit vers 3 CHU différents, sur 3 régions différentes. Limoges, Poitiers et Limoges, Poitiers, Tours. Tours. Ah oui. Oui, quand même. Oui, parce qu'il déleste un peu mon hôpital de proximité. De référence. Mais bon, moi j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de savoir. Vous vous rendez compte que je suis appelée régulièrement par les CHU ou par les cliniques qui me demandent est-ce que vous pouvez nous faxer l'ordonnance parce qu'on ne sait pas ce que prend le patient. Donc je vais dans mon ordinateur, j'imprime, je faxe pour que le service le récupère. Non, on est quand même au 21e siècle. Il y a un moment où ça doit évoluer. Merci de cette franchise. Nicolas Homer, vous êtes le grand témoin. Alors, vous êtes un jeune médecin généraliste. C'est ce que m'a dit Elisabeth. Alors, attention. Vous avez eu un parcours, je dirais, à la fois classique et pas tout à fait. Vous êtes passé par le syndicalisme médical, ce qui est quand même une preuve d'intérêt collectif, l'ANEMF, l'ISNAR, etc. Donc on a dû se croiser à certains moments. Et puis vous avez un petit goût pour l'international. Vous avez été faire un petit tour au Brésil, en Birmanie, au Laos. Et puis vous êtes docteur en cabinet depuis 14 ans. Votre territoire, c'est le sud toulousain, c'est-à-dire c'est un petit peu en dessous d'une très grande ville. Et puis depuis, vous êtes dans vos fonctions, en plus d'être médecin généraliste, vous êtes administrateur du groupe Pasteur Mutualité. Je connais bien parce que j'habite juste à côté de la Villa M, leur nouveau vaisseau amiral. Très joli endroit qui est encore en construction, mais enfin pas en construction, mais en devenir. Mais vous êtes en charge de l'innovation, ça c'est intéressant. Et puis vous êtes surtout président de la CPTS Sud-Toulousaine. Alors on en a parlé pas mal quand même. Et puis vous avez aussi une dernière casquette qui m'a interrogé, c'est vous êtes ambassadeur e-santé pour l'ARS d'Occitanie. Ça paye. Hein. Ambassadeur e-santé, je ne sais pas si ça vaut des médailles, mais en tout cas, c'est un beau titre. Alors, vous avez entendu parler des CPTS. On va pas, vous allez nous dire, vous, comment vous le vivez et comment, au Bureau national, vous vivez aussi ces espoirs et ces critiques, en quelque sorte. Allez-y. Alors, tout à fait. Je vais donner vraiment le retour d'un jeune médecin, merci Madame la Présidente, très optimiste. Aujourd'hui, on a une vision, on est passé d'une génération effectivement où on avait plutôt un exercice isolé, plutôt d'un homme, à un exercice en groupe, pluriprofessionnel, dans des MSP. Je travaille dans une MSP, on est 40 professionnels. Ensuite, j'ai créé cette dynamique autour de la CPTS. Ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, c'est loin d'être la machine, c'est pas un couteau suisse. On ne va pas résoudre la problématique de la démographie médicale avec les CPTS. C'est un outil comme les autres, c'est un outil comme le numérique, comme la coordination qu'on fait. Aujourd'hui, je vous donne un exemple et je vais recentrer, si vous me le permettez, le débat sur l'HAD. Hier matin, moi, je faisais ma première visite dans une ferme. Je suis une fin de vie. C'est-à-dire que je suis à la fois un jeune médecin, mais je travaille un petit peu à l'ancienne. C'est-à-dire que je continue. J'ai mes 3 associés qui ne travaillent pas comme ça. Et aujourd'hui, ce qui va peut-être manquer... Ils ne travaillent pas comme ça, pourquoi ? Parce que c'est compliqué. Commencer à 7h, finir à 21h, ça ne peut pas s'adresser aussi à tout le monde. On a des vies Vous êtes de cette génération qui travaille, qui commence à 7h, oui, moi, ça ne me dérange pas, mais effectivement, voilà, je suis un petit peu... Il y en a. Voilà, le dernier des Mohicans, au moins dans mon coin. Mais le problème n'est pas là. On parle d'évolution de génération et des patients qui sont toujours là. Et le lien avec l'hospitalisation à domicile et dans cette coordination,
on va manquer, mais c'est aussi un point de départ. Madame Hubert, vous faisiez la joie de venir il y a 3 semaines à notre journée nationale des CPTS, où on a pu mettre en valeur l'HAD et se dire, au fait, moi quand j'étais gamin, j'entendais déjà parler de l'HAD. J'ai commencé mes études de médecine, l'HAD, j'ai commencé à travailler, je continue. En fait, l'HAD, elle existe, elle roule. Voilà, c'est une vieille dame qui prend la poussière dans son coin. Pardon, on m'a dit de ne pas utiliser la langue de de vous, bois, Elisabeth. oui. Je parle bien de l'HAD, mais et dont on ne fait pas la promotion. La CPTS va pouvoir être un organisme dans lequel on va pouvoir faire des parcours pluripro et de pouvoir flécher les réseaux de soins. On parlait du cancer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a très peu de parcours pluripro autour du cancer. Et je vais vous donner le même exemple. Ce constat, c'est qu'en fait, l'HAD, elle existe, mais si je dois répondre comme un rapport d'étonnement, en fait, je vais faire 3 propositions. La première, effectivement, c'est l'exposition locale, loco-régionale, nationale. C'est d'organiser les choses et de faire cette promotion en interne, de dire, en fait, ça existe, mais fonctionnons ensemble et organisons les parcours. La deuxième chose, et je fais je reprends le parallèle avec le plan cancer. Quand j'étais ado, les réunions de famille, régulièrement, tous, on entendait quand on était gosse, les parents, les oncles, les tantes qui allaient dans la cuisine discrètement, et tiens, au fait, ton cancer, comment ça va? Et souvent, si c'était un cancer du sein, les mamans, les tantes, elles étaient honteuses. Moi, je me souviens, elles n'en parlaient pas. C'est planqué, ah ouais, tu sais, au fait, elle a un cancer. Oh là là. Oh. Et puis, le plan cancer, Chirac. Chirac est arrivé, il a dit, on va faire un plan cancer. Aujourd'hui, c'est certainement l'une des spécialités les plus organisées. Et sur lequel, en fait, on sort d'Octobre Rose, on a mis... J'en ai un autre. On a mis un focus, une exposition, et pour le coup, des lois et des décrets d'application. Et ça, il faut y tendre un aspect extrêmement important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rien faire comme ça, ou juste sur la base du volontariat, sur l'énergie de la présidente de l'AFNEAD. Non, il faut des choses qui marquent. Et je pense que si, profitons-en, je pense, tout à l'heure, d'avoir notre ministre de tutelle, de mettre l'accent, vraiment, mais dans le marbre, sur l'HAD. On en a parlé, en fait, au moment du Covid. On s'est dit, tiens, en fait, l'HAD existe. Ah ouais, ils suivent du Covid. Moi, quand j'entendais ça, alors bien sûr, en tant que président de CPTS, j'ai monté des centres de vaccination, j'ai avant ça des centres Covid, donc j'ai mangé du Covid matin, midi, soir, je faisais la biblio pour tous mes confrères, la nuit, et on se dit, tiens, en fait, l'HAD suit des patients au domicile. Comme si nous, effectivement, on n'en suivait pas, puisque, bien sûr, la quasi-totalité de nos patients, on ne les a pas fait hospitaliser, on les suivait à leur domicile, on passait les voir de temps en temps, on s'équipait, on leur mettait un coup de saturo, on rentrait, donc on faisait notre petite hospitalisation à domicile, et on a redécouvert cette hospitalisation à domicile. Et ça, c'était un vrai éclairage très positif. Donc, je crois que ça, il faut s'en emparer de cette communication. Donc, c'est un petit peu les ce que vous dites, propositions. Nicolas, l'HAD, c'est la vraie innovation territoriale. Non, c'est un outil, encore une fois, dont on ne se saisit pas assez. D'accord. Comme beaucoup de choses. Et il faut vraiment l'utiliser parce que aujourd'hui, on l'utilise pour des soins spécifiques. On se dit, tiens, au fait, il y a une chimio sur un cathé. Bon, ben, même l'infirmière libérale ne va pas s'en occuper. On décline ça sur l'HAD. Et on va y penser sur des choses extrêmement positives. Tiens, il y a une nutrition parentérale. Tiens, l'HAD. Eh bien, en fait, il y a un certain nombre de missions qui ne sont certainement pas suffisamment exploitées. Au moins, et je prêche pour ma paroisse, mais aussi je reconnais notre tort, par les libéraux. Les hospitaliers utilisent très fréquemment, parce que c'est un outil, l'hospitalisation à domicile. Pas beaucoup plus. Mais la prescription se fait majoritairement par l'hospitalisation. C'est vrai. Dans nos cliniques, dans nos hôpitaux. Et on fait aussi ce lien ville-hôpital. Alors bien sûr, merci Dominique de mettre en lumière ce côté numérique. Donc effectivement, c'est votre alter ego à l'ARS Occitanie qui a bien voulu mettre ça en innovation, de mettre des médecins ambassadeurs, du moins je suis le premier.
parce que je suis expert dans le numérique, et ils se sont dit que c'était bien d'avoir des gens du métier et qui peuvent peut-être montrer d'utiliser les outils numériques et voilà, de le montrer aux autres professionnels de santé. Donc ça, voilà, c'est la petite parenthèse. Mais aujourd'hui, ça n'est pas la révolution, l'HAD, mais en fait, on ne l'utilise pas assez, on n'y pense pas assez. D'accord. Bon, alors, vous, président d'une CPTS, par rapport à ce constat que vous faites, concrètement, comment vous pouvez faire en sorte que ces outils, et est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que l'HAD devrait s'emparer d'autres innovations organisationnelles? J'ai du mal vraiment à utiliser le terme innovation, parce que Pierre Pruville m'a dit c'est tout sauf de l'innovation. Mais une organisation qui soit plus... Qu'est-ce que vous avez constaté aussi pendant ces 2 ans, là, ces 2 ans qui viennent de s'écouler, qui mériterait, et la question de Jocelyne à l'instant, vous, le lien avec l'hôpital, Dieu sait si à Toulouse, vous êtes garni en hôpitaux et en cliniques, vous avez ce qu'il faut. Donc, vous arrivez à faire le lien? Oui, à force d'énergie, de représentation, vous voyez, il faut prendre du temps. Je le disais en début de semaine, il faut savoir s'arrêter dans notre journée, prendre le café. Alors bien sûr, on multiplie les visios, hein, ça c'est évident, mais si on ne le fait pas, rien ne se fait. Nous sommes des hommes, des femmes, nous avons besoin de nous connaître pour travailler ensemble. Je reviens sur l'histoire des CPTS qui sont un outil, mais c'est juste en fait un outil où, sur le plan territorial, on laisse la main effectivement aux professionnels de santé pour s'organiser entre eux sur des sujets. On fait un diagnostic territorial. Je reviens sur le nombre. Effectivement, on annonçait à la fin du premier trimestre, ça a été reculé puisqu'on en discutait avec Thomas Fatome sur l'objectif des 1000 à la fin de l'année qui ne sera pas respecté. Aujourd'hui, pour faire une CPTS, on espère qu'à objectif mars 2022, on y arrivera. Il faut à peu près 2 ans pour pouvoir, et en marchant très vite, finaliser une CPTS et d'avoir des financements. Donc 2 ans, la loi date de 2016. Ça avance, mais tranquillement. Je reviens juste sur une petite chose qui a été dite. La première région, effectivement, c'est Centre-Loire, là pour le coup, qui est bien maillée. La deuxième, c'est l'Île-de-France. Donc en fait, on avance aussi vite à la campagne, en zone rurale, aussi qu'en ville. Et c'est plutôt positif que ça avance plutôt lentement, dans des zones peut-être plus difficiles d'accès. Et comment on organise en fait le maillage territorial? En fait, par les transhumances, les habitudes des personnes, de nos usagers. On ne le fait pas en fonction de nous, en se disant, tiens, au fait, on est copains, bien sûr, il faut se connaître. Mais on le fait si on fait un SWOT, on regarde les avantages et les inconvénients de notre territoire, qu'est-ce qu'on a, et ensuite on va proposer des coordinations des soins. Et alors, on n'est pas effecteur de soins. Vous avez bien compris que les effecteurs de soins, c'est les MSP, c'est les médecins, les infirmières, les pharmaciens. Dans leur cabinet, nous, on fait de la coordination, on organise, et on va donner l'opportunité aux uns et aux autres de s'en saisir, de dire arrête-toi un peu dans ta journée, ne pense pas à consulter de 8h à 20h, pense aussi à faire ça. Et de temps en temps, on a des gens qui lèvent la main. Là, on vient de proposer un parcours pluripro. Je vous prends un exemple concret sur le traitement de l'insuffisance cardiaque au domicile. Pourquoi? L'insuffisance cardiaque, c'est la première source d'hospitalisation en France. 150 000 hospitalisations en France par an. C'est considérable. Eh bien, on arrive avec le domicile. On peut s'allier des HAD. On peut s'allier des nouvelles technologies, du télésuivi. On peut organiser. Et en fait, on va mailler un territoire avec nos amis cardiologues afin de prendre en charge en fait, au domicile, ce qu'on appelle un peu l'hôpital hors les murs, ces pathologies. Et ça, c'est un exemple parmi bien d'autres, en dehors des missions spécifiques d'accès aux médecins traitants, bien sûr, de soins non programmés avec l'expérimentation, mais on parlait tout à l'heure de ce qui se passait. J'en termine très vite, je vois que je suis la variable d'ajustement sur le temps. Non, mais j'ai encore 3 petites questions à vous poser alors. Que effectivement, on voulait être ce qu'on n'est pas. Pas du tout. Le but, c'est d'y arriver tranquillement et de le faire tous ensemble. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on va prendre l'exemple de ma voisine pharmacienne, on utilise les pharmacies comme un lieu de passage. On a utilisé les centres de vaccination. Moi, sur mon territoire, je suis devenu le premier centre ambulatoire pendant la vaccination Covid de recherche de la fragilité. Il y a un ICOP, c'est une appli OMS. Un jour, le DG de l'ARS vient passer voir le directeur du CHU
et le patron du Gérontopole, qui m'appelle: Nicolas, écoutez, il faut bouger, faites-moi une proposition d'expérimentation sur la recherche de la fragilité. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai déployé une organisation dans le centre de vaccination et dans les pharmacies, et on est devenu le premier centre ambulatoire en France à faire de la recherche de fragilité tout en vaccinant les gens. Parce qu'on faisait deux choses au même endroit, grâce en fait à du flux de patients. Donc, vous voyez, ce qui va être utile, c'est d'utiliser, bien sûr, on a besoin des outils numériques sécurisés pour traverser un petit peu l'ensemble de ces missions, mais on a besoin de se réinventer, de se dire, OK, aujourd'hui, moi, médecin traitant, j'ai 30 objectifs de santé publique. J'ai ma déléguée assurance maladie qui passe me voir tous les 3 mois et qui dit: Monsieur Omer, elle est passée la semaine dernière, voilà, vous avez initié 17 traitements de diabète, vous en avez mis 16 de metformine. Comment ça se fait? Il y en a qui n'étaient pas sur metformine. Je lui ai dit: écoutez, franchement, j'en sais rien. Ah oui, mais il y a peut-être des patients aussi qui arrivent qui n'étaient pas sur votre territoire. Mais vous voyez, on a des objectifs, nous, déjà dans notre pratique, médecins, mais on n'est pas les seuls. Et donc, on doit se saisir avec une volumétrie peut-être un peu plus importante sur d'autres objectifs, mais à plusieurs. Parce que faire du diabète, on a besoin de soi-même dans son cabinet avec notre patient, de notre ami pharmacien qui va nous aider sur l'éducation thérapeutique, par exemple. Mais si on veut organiser d'autres missions, eh bien là, c'est les chevaliers de la table ronde. Il faut qu'on soit tous ensemble, qu'on se serre les coudes et qu'on organise. C'est l'intelligence collective. Ok, on va presque terminer. Juste 2 petites questions. Je réduis de 3 à 2. 1, par rapport à ce que disait votre voisine tout à l'heure, vous, en tant que membre du bureau des CPTS au niveau national, qu'est-ce que vous pensez de l'hétérogénéité des tailles? Est-ce que c'est même critique qu'on a faite pour les GHT d'ailleurs, mais vous dites il y en a, c'est pas la peine, ce serait pas la peine de les faire, ou il faudrait les réduire, ou alors qu'est-ce que vous en pensez de la... Alors, très clairement, je vous prends l'exemple de mon territoire. Dans le sud de mon département, il neige en ce moment. On a 3 vallées. Il y a le Luchonnet, c'est en Haute-Garonne, et alors qu'il y en a la 4e ville de France qui est à Toulouse. Dans le Luchonnet, vous avez une vallée qui est entourée de montagnes. Donc il est évident que là, si vous voulez faire une CPTS de 100 000 habitants, c'est pas possible. Il y a Luchon et c'est tout, parce qu'on peut pas traverser les montagnes. Il y a des zones rurales. Et puis, il y a des grosses CPTS. Par exemple, je vous prends l'exemple de celle de Metz, qui a réussi à s'organiser. Ils sont à peu près 230 000 habitants. C'est un cercle urbain. La mienne, je suis à 150 000 habitants. Personnellement, ça ne me fait pas peur. On parlait tout à l'heure des dimensions de taille. J'ai 1200 professionnels de santé. Aujourd'hui, j'arrive à en faire travailler 600 ensemble. C'est considérable. Mais tout le monde ne travaille pas en permanence. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut raisonner, et on en discutait avec nos amis hospitaliers, en termes de fonctionnement à l'échelle des GHT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait du lien ville-hôpital, eh bien c'est ce lien ville-hôpital. On parlait aussi de nos directeurs d'ARS. Quand le directeur il doit discuter avec 15 ou 30 CPTS, il s'en sort pas. Vous, il faut faire ça, faire ça. Donc effectivement, il faut se réunir, trouver la bonne taille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un ensemble de GHT peut peut-être discuter avec une inter-CPTS. On a des coordinateurs. Et donc, il faut trouver ce juste milieu. Aujourd'hui, on a des tailles 1 à taille 4. On se pose la question des tailles 5. On a le problème de la Vendée, du sud de la France, parce qu'ils quadruplent, ils quintuplent, des fois ils décuplent leur population l'été. Comment font-ils? Et donc, ça s'organise. Aujourd'hui, qu'on ait une CPTS de 40 000 habitants, bien scindée, bien organisée, bien sûr que c'est beaucoup plus facile. C'est évident. Mais ça veut dire que si on doit avancer par petits poussés, ça va être compliqué de mailler pour la population. Donc il faut aller assez vite. Et s'il y a ensuite des expérimentations, un des meilleurs SAS qui fonctionne, c'est à Metz. Alors qu'ils sont 230 000 habitants, en termes d'organisation. Et ils ont moins de moyens proportionnellement que d'autres. Donc aujourd'hui, on va dire que ça n'est pas une question, et surtout ça n'est pas un souci que d'avoir de grandes tailles. Vous me donnez l'occasion de poser ma dernière question. Vous avez parlé de Metz, que je connais un peu, mais est-ce que vous connaissez la GHT de Niort? Pas du tout. C'est, je crois, le seul GHT où les médecins généralistes sont intégrés dans le GHT. Ils sont à la table du GHT. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est une très bonne chose, c'est en train de se mettre en place avec l'organisation, vous avez parlé des acronymes, des DAC, des dispositifs d'appui à la coordination. On est en train d'organiser, on va arriver effectivement, professionnels libéraux, dans les conseils d'administration des GHT, mais inversement, nous avons les directeurs d'hôpitaux, les directeurs de cliniques, les présidents de CME qui arrivent dans nos conseils d'administration de CPTS.
Et ça, c'est important parce que ça veut dire que c'est un moment qui va être convivial et de travail ensemble. À l'exemple de la psychiatrie où ils ont déjà commencé, le PTSM, à se rencontrer, à discuter ensemble sur une échelle raisonnée. On ne peut pas discuter à l'échelle d'une région. Aujourd'hui, on fait une CPL régionale une fois par an. On est 60 sur la visio. Quand on a fini le tour de table pour se présenter, il faut raccrocher parce qu'on a fini les 2 heures. Et ça ne sert à rien. Parce que, voilà. Donc, je suis désolé, on m'a demandé de parler réellement, avec ce qui se passe effectivement dans nos pratiques quotidiennes. Donc, il faut toujours trouver un territoire adapté avec des personnes qui vont avoir aussi un petit peu d'énergie, se connaître sous la bienveillance de l'ARS. Et avec un partenaire de choix qui est vraiment la CEPAM. Ça marche aussi sur le plan départemental. C'est un formidable accompagnateur. Et ça, il faut vraiment saluer, on va dire, les équipes. J'en profite. Je ne sais pas si Thomas Fatome est arrivé ou s'il sera là tout à l'heure. Mais pour féliciter les équipes, Marguerite parce que, encore une fois, c'était une ancienne organisation qui, pendant le Covid, on leur a demandé de changer leur métier, pour plusieurs, de répondre jusqu'au dimanche soir, et qui, d'un seul coup, doivent travailler avec nous. Nous, on avance à 200 à l'heure. Dans nos cabinets, on ne travaille pas de la même façon. Vous, Nicolas Homer. Peut-être, mais quand même, la plupart on a dans les cliniques, de toute façon, le libéraux fonctionne vite par rapport à des administrations. Et en fait, elles sont à côté de nous, nous accueillent, nous suivent dans nos projets. Et encore une fois, dans un cadre de référence qui est celle de l'ARS. Et qui, l'ARS, moi, mon ARS, il y a encore les barreaux aux fenêtres. C'est vrai que ce n'est pas un endroit très accueillant à la base. L'ARS, on a toujours peur, c'est quand même le bâton qui est quand même garant de l'autorité administrative. Et aujourd'hui, les ARS se sont aussi modernisés, ont appris à nous connaître. Et nous, on a appris à les connaître. Et donc, on arrive à travailler main dans la main et donc avancer très facilement sur l'ensemble de ces projets de santé au bénéfice de l'usager. Merci à vous 4 de ce dialogue. Je crois qu'il aura été effectivement sans langue de bois. On aurait pu encore aller petit peu plus loin, mais on continuera. Mais en tout cas, la maison de l'Achadé, que sont les salons de l'Aveyron une fois par an, et la maison de la franchise et du dialogue. Merci madame, merci messieurs, et à bientôt.